Donc, ce qui se passe, c'est que pendant les TD 1 à 5, on a vu des TD de programmation concurrente répartis. Et on a fait du C, du C un peu aussi, du Go et de l'OCaml, et du Spin, du Promela. Et on a vu différents aspects de la programmation concurrente, comment on pouvait en vérifier, etc., en touchant un petit peu, en effleurant un petit peu à chaque fois. Et en termes de TME, on avait des rendus qui sont indépendants, enfin relativement indépendants, on peut toujours dire que c'est bien d'avoir fait le 3 pour avoir fait le 4. Entre ces choses-là, et je vous avais dit que le TME4 il a été beaucoup plus gros que les autres, et j'imagine que c'est votre sentiment aussi. Donc voilà, donc il y avait 5 rendus pour les 5 premiers TME, qui comptent sur 20% de la note, je sais plus. Enfin, j'avais donné ça. Me citez pas là-dessus, mais regardez plutôt le transparent sur lequel j'avais donné le barème. Et alors là, on continue. Alors, les TD 6 à 8, on va faire des TD de web. Euh, et ça va être des TD beaucoup plus légers. Alors, c'est pas plein de petits exercices. C'est juste, on discute de comment on implémenterait une appli web. Et puis la semaine prochaine, enfin deux applis web principales. Et puis la semaine prochaine, on va donner un exemple de code de serveur pour pouvoir faire tourner une version toute bête de ces applis web. Et puis dans 2 semaines, on va donner un exemple de code de client pour pouvoir, pour pouvoir faire tourner le client. Puis du coup, on aura 2 exemples de petites applications web qui donneront une idée de comment ça fonctionne. Et vous pourrez entre autres vous servir de ces exemples-là pour le projet de PC2R ou pour le projet de PC2R. Voilà. Et ensuite, au TD9, on fera du lustre ou de l'estérel. Je sais plus. Je crois qu'on fera du lustre, de l'estérel au TD9. Donc c'est un nouveau langage, ça n'a rien à voir, c'est du synchrone, c'est rigolo, et puis ça vous montre un autre type de programmation qui n'existe plus. Et puis on fera un truc qui existe toujours, qui est un peu différent, qui est du lustre au TD10. Et donc ça, ce sera pour le coup des TD qui ressembleront aux TD qu'on a fait au début. En TME, par contre, on n'a plus de TME. Et on va banaliser, on va utiliser ces 5 créneaux de TME pour faire le projet. Donc ça veut dire que vous avez du temps en plus, enfin vous avez du temps en moins de travail sur des TME qui vous libère du temps sur le projet. Alors j'ai quand même, je crois que j'avais quand même découpé les 3 premiers en rendu, mais en fait il n'y a rien à me rendre parce que on va faire un truc GitLab et du coup ça veut dire qu'il faut que vous bossiez de manière régulière sur votre projet, genre qu'il y ait quelque chose dans le GitLab pour la semaine prochaine qui corresponde au sujet du TME que j'ai donné jusqu'ici. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans ce TD, qui devrait pas durer 2 heures, hein, je pense en plus les TD 6, 7, 8, ils dureront pas l'intégralité du temps imparti. Euh, pendant. Est-ce qu'il y avait vraiment un TD de lui? Je me souviens plus. Ou est-ce que lui c'était en même temps qu'Estérel et j'avais libéré le TD 10 pour des révisions? Je sais plus. On verra bien cette année. Donc, du coup, ces TD là sont légers. Hein, je pense pas qu'ils durent 2 heures. Donc vous avez encore plus de temps pour réfléchir à votre projet. Et aujourd'hui, je vais faire le TD qui est juste un TD de design d'application web. Et ensuite, je passerai du temps à expliquer le projet et ce dont j'ai envie pour que vous fassiez pour le projet de cette UE. Alors, on va surtout faire des dessins aujourd'hui. Oui, j'aurais dû enlever ça parce que ça n'existe plus. Et est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je me suis pas trompé? J'ai vraiment donné... et alors l'idée c'est design d'application web.
Et l'idée c'est de réaliser des mini-dossiers pour différents types d'applications web. Et ici, il y en a... Alors, on va faire une appli de vente en ligne, on va réfléchir à comment on ferait pour faire une appli de vente en ligne, et ce qu'on va surtout dessiner, ce qu'on va surtout faire, c'est faire des dessins. Et ensuite, les deux choses qu'on va faire pendant les 2 prochains TD aussi, c'est une appli qui fait semblant de gérer une bibliothèque de livres qu'on peut emprunter en reste, selon l'approche ressources, et une appli qui donne des informations sur des places restantes dans des parkings, qu'on va faire en SOAP, et puis on fera du React pour le côté client, comme ça vous verrez un petit peu ça aussi. Donc on va faire ça pendant les 3 prochaines semaines en TD. Donc cette semaine on fait le dessin, la semaine prochaine on donne le code du serveur. Alors moi je crois que de l'année dernière il me reste du code en Java, on regardera le code du serveur en Java, et en servlet, hein. Dans 2 semaines on donnera du client, le client pour ces deux applications, un client standard un peu, et puis pour interagir avec l'API REST, et un client plus React pour interagir avec la bibliothèque de service. Est-ce qu'il y a des prérequis concernant le web? Bah non, justement, c'est ça le truc, c'est que la plupart d'entre vous, en tout cas une partie vraiment non négligeable d'entre vous, je pense que c'est la majorité, mais je suis pas sûr, ont déjà fait des cours de web. Du coup, ça libère un petit peu du temps de cerveau pour cette seconde partie. Maintenant, les cours 6, 7, 8, je pense que vous avez regardé le cours 6, j'espère que vous avez regardé le cours 6 avant de venir à STD. Vous voyez qu'il démarre de très bas, et donc il n'y a pas de prérequis il n'y a pas de prérequis de web à connaître. Alors, donc il n'y a pas de prérequis concernant le web, puisque j'explique dans mes cours comment ça fonctionne. Et par contre, il y a un prérequis de savoir faire un peu de Java. Oh, même pas en fait, parce qu'on fait vraiment des trucs basiques, puis on peut reprendre les modèles. Et pareil pour le client JavaScript, j'explique. Donc je dirais qu'il y a plutôt 0 prérequis. Et évidemment, il y en a qui ont déjà beaucoup d'expérience web, parce qu'ils ont fait 2 cours, par exemple, c'est possible, ceux qui viennent d'autres universités, ou qui en ont fait eux-mêmes, et donc du coup, ils ont des plus grosses facilités pour faire ce genre de projet. Mais par contre, quand même, c'est important de regarder mes cours, même en vitesse accélérée, si vous avez déjà fait du web, avant de commencer le TD, histoire qu'on sache de quoi parler. Il y a des mots comme back-end, front-end, service, ressources, où en fonction du prof, la définition qu'il y a derrière va pas englober exactement les mêmes choses, donc c'est bien de savoir de quoi on parle quand on utilise un mot. Voilà. Donc on fait ces choses-là, et puis donc, ce qu'on fait c'est des dossiers. Alors si vous regardez, il me semble que je vous avais déjà envoyé le sujet de rattrapage de l'année dernière, puisque c'est le seul examen de PC3R qui existe, puisqu'il n'y a pas eu d'examen final l'année dernière, mais qu'il y a eu un examen de rattrapage en septembre, enfin de seconde chance. Si vous regardez cet examen de seconde chance, vous voyez qu'il y a l'exercice de web de cet examen. C'est un exercice de constituer un dossier. C'est-à-dire, je vous donne un sujet d'application web, je vous demande d'écrire un dossier, c'est-à-dire faire un schéma, m'expliquer comment structurer l'application, m'expliquer à quoi va ressembler la base de données, à quoi vont ressembler les différents composants du serveur, à quoi va ressembler le client, donner des exemples d'appels, d'appels HTTP et de réponses HTTP à travers le web, pour l'application, ce genre de choses. Et puis après, des questions de sécurité, de design, d'interface, tout ça. Donc, généralement, c'est des choses que si vous avez compris, vous savez faire, et ça fait des points assez facilement à l'examen, de savoir faire rapidement un petit dossier qui décrit comment va être implémentée une appli web. C'est aussi globalement ce que vous devez faire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire vous devez rendre un petit dossier. Alors, on va faire le coup du GitLab. Vous faites un GitLab et vous mettez Christine et moi en maintainer de votre GitLab pour le projet. Et du coup, pour la semaine prochaine, vous peuplez votre GitLab avec un petit dossier qui décrit ces choses-là. Et encore pareil, hein, on a de la flexibilité. Si c'est pas fait pour la semaine prochaine exactement, dites-le nous et puis vous pouvez prendre du temps en plus. Qu'est-ce que je dois vous dire encore sur... Ah oui, en parlant d'examen, du coup, j'ai pas récupéré les copies parce que j'ai eu des problèmes de garde d'enfants cas contact jeudi et vendredi.
Du coup, j'ai pas récupéré les copies de PC3R, j'ai pas eu le temps de les regarder. Est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Vous m'avez dit ce matin que c'était trop long. Trop long, je vous avais prévenu, mais que le barème semblait pas assez généreux. Alors c'est possible que ce soit le cas, faudra que je re-regarde, parce que dans ma tête, j'ai peut-être fait un barème pour 2 heures. Et il faudrait que je le remette sur 1 heure et demie, donc c'est possible que je modifie le barème à la hausse en corrigeant. L'exo 1, ouais, je l'avais mis à la fin, et puis c'est vrai que Christine, elle avait eu l'idée de le remettre au début parce qu'il est facile, et... Enfin, il est facile. Il met en œuvre des concepts faciles, mais par contre, on peut perdre du temps si on essaye de trop trouver dans le détail et quel entrelacement arrive à quel résultat. Donc c'est vrai que c'est facile de perdre du temps sur cet exo, il faudrait que je fasse attention. Et sinon, si vous avez d'autres remarques générales, ça m'intéresse de savoir comment vous avez ressenti ce genre d'exercice. Et non, on n'a pas parlé de HTTPS. J'ai pas parlé de HTTPS, j'ai juste dit non. Alors, en tout cas, j'en parle à un moment. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Et je parlerai aussi de sécurité un petit peu, en sachant que dans les exemples que je vais vous présenter la semaine prochaine en TD, j'ai laissé complètement l'aspect sécurité de côté. Donc quand je les montre, parce que je faisais mes cours en ligne aussi l'année dernière, j'avais des amis qui sont dans l'industrie qui les mettaient en fond sonore pendant qu'ils bossaient et qui m'écrivaient pour me gronder parce que en disant mais on met pas le mot de passe en clair dans une requête HTTP, et je sais bien qu'on met pas le mot de passe en clair dans une requête HTTP, mais pour cette année ça m'intéresse plus le côté mécanisme et design de l'application que l'aspect sécurité. Ça veut pas dire qu'on va pas parler de sécurité, et on parlera aussi d'attaque cross-script et ce genre de choses dans un prochain cours, parce que c'est vrai que c'est un domaine assez intéressant. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le cours, dans le cours 6, où j'ai juste présenté l'aspect global de la chose. Ah, c'est vrai, Laure, elle fait pas de sécurité non plus. D'accord. Et ben, écoutez, je vais essayer de re-regarder les cours suivants pour en reparler un petit peu. Il me semble quand même que dans le, je sais pas si c'est celui, je sais plus si je l'ai mis dans celui de cette semaine ou la semaine suivante, mais j'ai un chapitre sur qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser une application web, quelles sont les choses de base, et la présentation de diverses attaques, notamment les attaques cross-script, et comment on peut faire pour éviter que l'application soit utilisée pour faire des attaques cross-script. Donc on fera un peu de sécurité quand même. Ok, donc on parlera de sessions, de cookies, de comment on peut stocker les logins MoSpace. Par contre, on va pas tomber dans des clés arc-en-ciel et ce genre de table, parce que c'est pas non plus mon domaine de prédilection, et puis je trouve ça un peu moins intéressant, mais c'est vrai que j'en toucherai un mot alors, parce que ça peut être une question... Enfin, c'est vrai que la sécurité est fondamentale dans les applications web, et si jamais vous avez 2 cours de web de suite qui en parlent pas, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc j'essaierai d'appuyer là-dessus au prochain cours ou au suivant. Ok, d'autres remarques sur le partiel ou sur les cours. Alors sinon, on y va et on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour prévoir l'implémentation d'une appli web. D'accord? Donc là, on donne dans un premier temps un sujet. Et l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice d'examen, hein, c'est de prendre ce sujet et de faire un plan d'implémentation pour cette appli. Donc on veut ici étudier l'architecture d'une appli web qui propose une vente en ligne depuis un catalogue selon une architecture classique, c'est-à-dire génération de HTML par le serveur. J'ai essayé de vous dire que c'est plus trop à la mode, mais que c'est quelque chose qui reste présent, c'est-à-dire d'avoir une génération de pages HTML côté serveur. Ce qu'on va faire dans nos applications en TD, et ce que vous ferez probablement, même si vous n'êtes pas obligé de faire ça dans vos applications de projet, ce sont des serveurs qui fabriquent des serveurs qui fabriquent des données, généralement en JSON, et qui sont appelés à la demande de manière asynchrone par l'application qui tourne côté client. Mais historiquement, on a une expérience, une histoire du web qui est de faire un serveur qui génère dynamiquement du HTML. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une application web? Généralement, la toute première étape,
c'est de décrire des use cases de cette application. Alors, mon expérience personnelle avec le monde des use cases, c'est une expérience à l'époque où je vous avais raconté, où je bossais dans des projets avec des banques ou avec des banquiers sur des projets de recherche aussi. La définition du use case pour eux, c'est des séries de textes. D'accord. C'est des textes qui doivent être compris par n'importe qui, au sens où c'est des textes que vous pouvez faire lire à vos parents, et vos parents comprennent ce qui se passe. Donc ça ne doit pas descendre dans du technique, ça ne doit pas descendre dans l'implémentation, mais c'est des textes du genre Alice se connecte, elle clique sur le bouton machin, etc. Et donc ça décrit l'utilisation d'un site, et puis vous en avez plusieurs comme ça, et au sein de ces différents exemples d'utilisation qui sont très spécifiques, hein, il n'y a pas besoin d'essayer de chercher de faire quelque chose de général ou de lister des fonctionnalités, il faut juste décrire. Et c'est un exercice qu'il faut que vous appreniez aussi, parce que ça viendra forcément dans votre vie un moment ou un autre, de pouvoir décrire de manière littéraire le fonctionnement d'une application. C'est-à-dire compréhensible par tout le monde, la personne du marketing, la personne le directeur qui se trouve au-dessus, qui a aucune raison de se mettre les mains dans le cambouis, il est capable de lire vos use cases et de comprendre comment va être utilisée votre application. C'est pas quelque chose qui est fixé dans le web. Donc vous avez une liste de use cases, et alors, je sais pas pourquoi, mais à Jussieu, quand je dis use cases aux étudiants, eux, ils dessinent un bonhomme. Ils font un bonhomme comme ça, et ensuite, le bonhomme, il lance des rayons, et après, je sais plus. Mais en tout cas, pour beaucoup d'étudiants, use case, ça veut dire bonhomme. Et, ok, d'accord. Donc j'imagine que oui, ça vient d'un cours, mais je sais jamais quel cours exactement. Donc IL, vous dites, d'accord. Et donc use case, ça veut dire bonhomme. Bon, très bien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que moi je connais pas, mais qui doit être formel, qui doit être utilisé. Moi, mon expérience personnelle, c'est que on bossait avec les banquiers, les choses comme ça, sous forme de textes littéraires qui décrivaient en français, enfin en anglais, qui décrivait en anglais comment devait être utilisée l'application. Donc à partir de la liste de use cases, on peut facilement extraire une liste de fonctionnalités pour notre application. À partir de chacune des petites histoires, on peut extraire une liste de fonctionnalités, ce qui veut dire que quand vous réfléchissez à vos use cases, vous devez réfléchir aux différentes fonctionnalités, à couvrir les différentes fonctionnalités de votre application. Donc on peut faire ça pour une application de vente en ligne, et on va dire par exemple Alice se connecte à l'application, une page d'accueil lui suggère des produits en promotion. Elle en choisit un. Elle arrive sur un écran qui liste les caractéristiques du produit en question. Voilà. Ou alors un autre use case, Bob se connecte à l'application. Il entre la chaîne théière dans un champ de recherche. On lui propose un écran qui contient une liste d'objets correspondant à ce critère. Ok, donc vous appelez ça une fiche détaillée en IL. C'est bon à savoir. Alors après, à chaque fois que j'ai expliqué ça et que j'ai demandé des use cases dans les applications, généralement les étudiants ils savent très bien faire ça. C'est vrai que parfois j'ai eu quand je me suis mal exprimé, j'ai eu des schémas avec un acteur qui n'était pas forcément triviaux à comprendre.
Ils en choisit un. Il est redirigé vers le site de sa banque pour s'authentifier et payer, ce qui place une commande. Et puis on pourrait rajouter un autre use case qui parle de la notion de panier, par exemple, si on a envie d'avoir des paniers comme dans un vrai site de vente, etc. Donc l'idée c'est que vous listiez par des petites histoires le fonctionnement de votre application. C'est aussi ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois. Alors c'est pas forcément pour la prochaine fois parce que il va falloir peut-être un peu plus d'une semaine pour que vous trouviez votre thème pour le projet. Mais en tout cas le rendu initial qui doit peupler votre GitLab, votre repositoire GitLab, ça doit être un document qui contient entre autres des use cases de comment on pourra utiliser l'application que vous allez écrire. Ensuite, faire une liste des fonctionnalités souhaitées. Et donc à partir de ça, on peut réfléchir à quelles sont les fonctionnalités. Alors on voit qu'on a un système d'authentification, et donc des comptes utilisateurs, puisqu'il faut pouvoir se connecter à l'application. On a une page d'accueil, on a la génération de suggestions pour les utilisateurs, on a des pages pour les produits, on a de la recherche par chaîne de caractères, et on a une connexion avec le réseau bancaire, et on a la mise en place, l'enregistrement d'une commande, quelque chose qui va vérifier le fait que quelqu'un a payé et attend un produit, et le maintien d'un panier. Un panier d'achat qui contient différentes choses. Donc là, du coup, on reste dans le domaine du semi-formel, ou en tout cas de l'informel. D'accord? Et de ces petites histoires d'utilisation, on arrive à lister les différentes fonctionnalités de l'application qu'on va ensuite devoir répartir dans les différents composants de notre serveur et de notre client. Et alors ensuite, on va réfléchir à cette partie-là en faisant un schéma, et donc c'est la partie la plus importante de ce TD, c'est d'apprendre à faire ce genre de schéma. Alors on va mettre au milieu le médium, qui est le web. Ici, on va mettre le client, donc la partie client de notre application, et ici, on va mettre le serveur de notre application. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne représente pas la partie web server, qui est la partie, si vous voulez, générique, qui permet de recevoir les choses qui viennent de l'extérieur et de les transformer en des appels à des composants du serveur. Donc le web server, alors il sera géré par Tomcat si jamais on fait des servlets, ou directement par le package net HTTP si vous faites du Go. Et ce qui nous intéresse plus, c'est le serveur lui-même, qui va être constitué de composants. Alors on verra cette semaine en cours qu'est-ce que c'est les composants d'un serveur. On va voir dans le cas de Java que c'est des servlets. Et puis je vous avais dit au cours 1, et puis je leur dirai rapidement cette semaine, que si vous choisissez de décrire votre serveur en Go, vos composants, ça va être des fonctions spécifiques qui vont traiter des points spécifiques, des requêtes spécifiques à votre serveur. Le serveur est connecté à une base de données. Et la base de données, elle est connectée à une partie, alors il y a des gens qui appellent ça le back-end, mais il y a des gens pour qui le back-end c'est toute cette partie-là, à une partie logique, qui va agir directement sur la base de données, sans être activée de manière réactive par le serveur. Et du coup maintenant il nous faut peupler cette chose-là avec notre application.
et réfléchir à qu'est-ce qui va être échangé entre le client et le serveur. Donc c'est généralement la première chose à faire une fois qu'on a la liste des fonctionnalités, c'est de réfléchir au protocole de communication. Si vous avez vu mon cours de la semaine avant les examens, on voit qu'on a on peut lister 3 types de protocoles, je pense, mais sachant que oui, il peut y en avoir d'autres de communication entre la partie client et la partie serveur. Le premier protocole, c'est la génération de pages. Et donc les requêtes que le client envoie, c'est il demande une page au serveur. Le serveur fabrique une page HTML et dans sa réponse, il renvoie une page HTML que le client se contente d'afficher. Ça c'est un peu old school, mais bon, parfois ça existe encore. Et après, on peut voir les deux grandes approches qui continuent à être utilisées aujourd'hui, dont on a parlé, qui sont l'approche service, où on voit le serveur comme une bibliothèque de fonctions, et le client appelle des fonctions pour avoir juste un résultat. Et généralement, il va les appeler de manière asynchrone, et il va fabriquer la page qu'il affiche, donc là, il va fabriquer l'HTML en manipulant directement le DOM, ou alors en prenant un niveau d'abstraction encore plus élevé en manipulant des états avec React par exemple. Il va manipuler, il va construire cet affichage à partir des différentes réponses qu'il aura eues en interrogeant le serveur. Donc ça c'est l'approche service, on voit le serveur comme une bibliothèque de fonctions, et le client va appeler certaines de ces fonctions de manière asynchrone pour construire son affichage. Et enfin, la dernière approche que je voulais vous montrer, c'est l'approche ressources. Et donc l'approche ressources, c'est qu'on voit le serveur comme une représentation des données qui sont dans la base de données, et le client va appeler le serveur pour recevoir des informations sur ces données, ou pour demander à modifier ces données. Donc c'est ça le paradigme que j'essayais de présenter au cours précédent, c'est est-ce que je veux plutôt voir mon serveur comme une bibliothèque de fonctions que j'appelle, ou est-ce que je veux plutôt voir mon serveur comme une représentation des données que je vais manipuler en les modifiant ou en demandant des informations, en les récupérant, en demandant des informations sur elles. Alors pour cette première attendez, est-ce que je peux faire un truc malin? Le type comme ça. Alors, dans une première, pour la première chose, le site de vente en ligne, j'avais dit qu'on a un truc un peu old school qui génère des pages HTML. Du coup, côté client, ce que je vais avoir, c'est des pages et un système de navigation par page. Donc par exemple, je vais avoir une page d'accueil, une page d'authentification. De cette page d'authentification, je vais pouvoir accéder à une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle contient des suggestions, hein, c'est ce qu'on a dit. Ces suggestions, elles me permettent d'aller directement sur une page produit. Et puis, dans l'histoire de Bob, on a vu qu'il y avait aussi la possibilité d'accéder à une page de résultats de recherche, qui est aussi un champ de recherche sur la page d'accueil, qui me permet d'accéder à une page résultat, qui elle-même permet d'accéder aux pages produits. Et puis, on peut imaginer que il y a un panier qui est présent sur toutes les pages une fois qu'on s'est identifié, et que les actions des pages produits permettent de rajouter des choses au panier. Et ensuite, on peut imaginer que depuis ce panier, c'est-à-dire depuis chacun de ces 3 écrans, alors on peut accéder à un écran de paiement pour pouvoir payer les articles qu'on a choisis. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est du web un peu old school, mais néanmoins, c'est un bon exercice, qui est de décrire
pour l'utilisateur le plan de l'application. Et donc le plan de l'application, c'est le plan des écrans de l'application et comment de passer d'un écran à l'autre. Je vous ai dit dans le premier cours que maintenant il y avait beaucoup d'applications qui étaient du SPA, c'est-à-dire des applications monopage, dans lesquelles en fait il n'y a qu'un seul écran, et à chaque fois ce qu'on va chercher c'est des informations de manière asynchrone qui vont permettre de modifier une partie de l'écran. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Si jamais on a on a dit qu'on faisait une application par génération de pages, ça veut dire que côté serveur, les composants de nos serveurs vont correspondre à ces écrans. On va avoir un composant qui génère la page d'authentification, un composant qui génère la page d'accueil, un composant qui génère une page résultat quand on fait une recherche, un composant qui génère une page produit à partir d'un produit, et un composant qui génère une page paiement à partir d'un paiement. Alors, ça c'est plutôt trivial. Maintenant, est-ce qu'on a des idées sur la manière dont on va communiquer entre les deux? Alors, oui, puisque les composants du serveur sont des écrans, alors la requête du client au serveur, ça va être une requête sur un écran particulier. Donc la requête HTTP, elle va être du type accéder à un écran. Donc on va avoir un GET, par exemple, sur l'écran d'authentification. Ça, c'est quand on arrive dans le site. Et puis ensuite, on va avoir un GET sur l'écran d'accueil. Et cette fois-ci, le GET va être accompagné d'informations de connexion. Donc on va avoir un truc login mot de passe, si possible encrypté ou non, qui vont nous permettre de récupérer, au moment du retour, on va récupérer une page HTML d'accueil qui sera déjà pré-remplie avec différentes options qui correspondent au login mot de passe. Typiquement, elles seront pré-remplies avec des suggestions qui correspondent au login mot de passe pour la personne. Donc, on veut en plus qu'il y ait un panier, et donc ce panier, il va faire partie de la réponse HTTP qui va être envoyée à accueil, à produit, à résultat, puisque le panier est présent sur chacune de ces pages. Donc, au moment où le serveur va générer la page d'accueil, il aura besoin d'utiliser le panier. Or, le panier, c'est quelque chose qui reste entre les sessions. C'est-à-dire, par exemple, qui reste au sein d'une même session, c'est-à-dire qu'on clique sur un produit, on dit qu'on veut l'ajouter à notre panier, et après, on cherche autre chose, on clique sur un autre produit, ça rajoute sur le panier, donc ça fait un état en plus. Où est-ce qu'on va stocker cet état? Alors, on peut le stocker côté client, mais uniquement, mais ça poserait des problèmes. Il faut aussi qu'on le stocke côté serveur. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'état du serveur pour stocker des sessions. Des sessions qui vont permettre de lier un client, ou en tout cas une ID de session, à un panier. Et du coup, quand on ira chercher une page, on donnera un identifiant de session, et on pourra récupérer à ce moment-là le panier, c'est pas qu'on pourra le récupérer, c'est que le panier sera intégré au sein de la page, et on pourra l'afficher côté client. Donc on commence à avoir une meilleure idée du protocole, c'est-à-dire des informations qui vont être échangées entre le client et le serveur. Le client, il va envoyer, alors une requête HTTP, ça va être généralement un écran plus une session, pour dire je suis un tel qui s'est identifié au début, et la réponse HTTP, ça va être généralement du code HTML qui correspond à un des écrans, agrémenté de choses personnalisées comme des résultats de recherche, le contenu du panier ou des suggestions. Ces suggestions, on imagine qu'elles sont faites par des algorithmes très puissants. Alors vous savez, dans la vraie vie, à chaque fois, on a l'impression que tout ce qui est fait sur les applications web est fait sur des algorithmes très puissants, alors que c'est souvent des petites mains de pays du sud-est asiatique ou d'Afrique, ou même aux États-Unis. En Europe, c'est plus compliqué parce que la loi limite un peu les revenus complémentaires.
mais souvent les suggestions Amazon, c'est fait par des vrais gens qui sont payés de manière anonyme, vous savez, par le Turc mécanique, pour pouvoir faire ce genre de travail, et alors que nous on s'imagine toujours que c'est des algorithmes surpuissants d'intelligence artificielle qui le font. Alors j'exagère un petit peu sur les suggestions Amazon, mais souvent il y a plein de choses. Il y avait un reportage assez intéressant, je sais plus si c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans, sur, je crois que c'était un envoyé spécial sur le Turc mécanique d'Amazon, et qui listait entre autres plein de petites tâches où les gens sont persuadés que ce sont des algorithmes qui s'en occupent, alors qu'en fait c'est juste d'autres gens qui le font sur leur temps libre pour faire un complément de revenu, comme par exemple reconnaître les plaques d'immatriculation, ce genre de choses. Donc, peu importe, mais ici on va penser que c'est des algorithmes qui le font, et on va les mettre ici. Ici on va avoir un algorithme de suggestion qui va travailler sur la base de données, et qui va générer pour chaque personne des suggestions de produits adaptées. Alors du coup, il faut qu'on décrive un petit peu cette base de données. Qu'est-ce qu'on a besoin de stocker dans notre application? On a besoin de stocker on a besoin de stocker des utilisateurs. On a besoin de stocker des produits. Et on a besoin de stocker des commandes. Après, vous faites votre magie de base de données pour relier entre elles les tables, et en disant que les commandes, elles vont lier des tables, des identifiants de clés primaires de je sais pas quoi de produits avec des clés primaires, enfin des clés secondaires de produits avec des clés secondaires d'utilisateurs. Mais en gros, on a besoin de stocker les différentes personnes qui vont s'identifier. On a besoin de stocker les différents produits qui sont disponibles, et on a besoin de stocker les commandes une fois qu'elles sont payées. Et du coup, la logique des suggestions, elle va parcourir les utilisateurs, puis en fonction d'un algorithme mystère, elle va ajouter à chaque utilisateur une liste de produits qui lui sont suggérés. Donc par exemple, quand on réfléchira à la base de données, et donc dans votre dossier, souvent, je ne sais pas si je le demande cette semaine, mais à l'examen, je le demanderai, décrivez-moi la base de données, vous pourrez dire que les entrées de la table utilisateur, elles vont avoir un champ login, en plus de la clé primaire évidemment, un champ login, un champ mot de passe, et puis on peut voir ici un champ suggestion qui va correspondre à une liste de produits qui sont suggérés à l'utilisateur et qui vont s'afficher dans son écran d'accueil à chaque fois qu'il se connecte. Pour les produits, on peut imaginer qu'ils ont une description, une photo, et puis un prix. Et puis pour les commandes, et puis un stock aussi, combien il reste chaque produit. Et pour les commandes, on va avoir un utilisateur, un produit, non, une liste de produits, et puis un statut pour la commande. Voilà, comme ça on réfléchit un petit peu, sans descendre dans le formalisme d'une base de données relationnelle ou non relationnelle. On réfléchit un petit peu à qu'est-ce qu'on stocke dans la base de données, à comment la logique, c'est-à-dire les manipulations de données indépendantes du serveur vont agir. Typiquement, vous imaginez que la nuit, vous faites tourner des algos sur votre base de données qui va vous fabriquer des suggestions. Et puis ces algos, c'est-à-dire ces modifications de la base de données qui ne dépendent pas directement du web, c'est ça ce que j'appelle la partie logique, hein, c'est toutes les opérations qu'on va faire tourner sur la base de données qui ne sont pas réactives, qui ne sont pas faites au moment d'un échange avec la partie client de l'application. Donc on trouve la génération des suggestions, qui est fait par des algos qui bossent sur la base de données, qui regardent les différentes commandes, et puis qui vont, par exemple, donner des produits proches de ce qu'une personne a déjà commandé. Et le deuxième point, c'est la mise à jour des stocks, qu'on peut imaginer aussi. On peut avoir un algo qui va mettre à jour les stocks en fonction de quand le site de vente en ligne récupère des nouveaux stocks, il faut remettre à jour le nombre d'items disponibles pour chaque produit, ce genre de choses. Donc ça, c'est des exemples d'opérations qui agissent directement sur la base de données sans être la conséquence d'un dialogue avec un client. Ça aussi, vous devez réfléchir quand vous pensez à votre application à vous,
ce qui va se passer à ce moment-là, c'est-à-dire dans votre application à vous, qu'est-ce qui va se passer sur la base de données qui n'est pas directement lié à un client. Si vous choisissez, je dis n'importe quoi, de faire une application de séance de cinéma, bon, c'est peut-être pas le bon moment, mais vous voyez l'idée, vous allez avoir peut-être toutes les nuits quelque chose qui va remettre à jour votre base de données en fonction de ce qui est disponible ou pas dans les différents cinémas parisiens, et en remettant les horaires à jour, en revérifiant tous les soirs, en rajoutant les nouveaux horaires prévus pour les nouveaux films. Si vous faites une application de paris sportifs, et ben vous allez avoir quelque chose qui vous remet à jour les résultats des différents matchs qui viennent d'arriver dans votre base de données pour que vous puissiez ensuite passer les différents paris à gagner, perdu, etc. Donc, on réfléchit à ce qu'on met dans la base de données, on réfléchit à ce qui travaille directement sur la base de données, et ensuite on réfléchit comment on va utiliser cette base de données à partir des différents composants du serveur. Ici, on a dit que les composants étaient liés à des écrans. Hein, c'est le premier modèle qu'on voit dans ce TD. On verra 3 modèles. Les écrans, les services et les ressources. Dans la famille d'écrans, on va lier chacun de ces composants à un écran. Ce qu'on a fait, on a un composant pour l'écran d'authentification, un pour l'écran d'accueil, pour les résultats et produits du paiement. Et pour l'écran d'authentification, il va avoir besoin de comparer les données mots de passe qui sont envoyés par le client à ceux qui sont stockés dans la base de données. Alors encore une fois, est-ce qu'on stocke le login mot de passe en entier dans la base de données? Est-ce qu'on stocke un hash des deux et on compare que le hash? Donc il va y avoir le fait que l'authentification a besoin des utilisateurs. L'accueil, il aura besoin de la partie utilisateur de la base de données pour mettre à jour les suggestions qui sont sur la page d'accueil et probablement des produits si jamais on fait une feature des produits dans les suggestions, et aussi des commandes, puisque sur la page d'accueil on peut imaginer qu'on affiche pour la personne l'intégralité des commandes qui sont en cours pour cette personne. Les résultats, il aura besoin de la partie produit. L'écran produit, il va aller se peupler directement avec ce qui se passe sur les produits, puis afficher les photos par exemple. Et l'écran paiement, il aura juste besoin de la commande et des informations d'un utilisateur. Donc là, on essaie de lier les appels de la base de données aux différents composants du serveur. Et ensuite, après, on peut lier les composants clients aux composants serveurs, même si ici c'est trivial, puisque chaque écran du client correspond à un écran du serveur. Donc on a bien résumé ce qu'on voulait faire. On a du côté client un plan des différents écrans. Du côté serveur, on a différents composants qui correspondent à chaque écran, qui accèdent à une base de données, qui est elle-même mise à jour par des opérations algorithmiques. Et on sait que la communication entre les deux va se faire sous la forme de « je requiers l'accès à un écran particulier » en maintenant éventuellement une session. Et ce que je vais récupérer, c'est le code HTML de l'écran qui va être généré côté serveur. Donc dans le code accueil, dans le code du composant accueil, on va être capable de générer une page HTML entière avec un champ suggestion et un champ commande en cours, en allant chercher dans la base de données les différentes commandes qui correspondent à un client et les différents produits qui ont été suggérés à un client en fonction de ce qui est mis dans la base de données utilisateur. Donc voilà le schéma global d'une application où les composants serveurs sont liés à des pages. Alors qu'est-ce que je vais demander d'autre? Donner le plan des écrans du site, des fonctionnalités de l'écran, décrire les échanges avec le serveur, donner des modèles de pages et comment les instancier. Donc c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous voulez avoir une page, la page des résultats, par exemple, qu'est-ce qu'elle va contenir cette page? Donc cette page des résultats, elle est produite par le composant résultat du serveur. Elle va contenir par exemple en haut de l'écran une partie panier. Cette partie panier, elle va être produite par la session qu'on stocke sur le serveur. On pourrait stocker les sessions dans une base de données, mais ça c'est jamais fait. Les sessions, elles vivent avec le serveur. Si le serveur meurt, la session meurt aussi, tant pis. Et donc il faut un mécanisme qui permet de dire à un client s'il est dans une session ou pas. S'il est dans une session, il s'est authentifié une fois dans l'écran d'authentification. Ça a créé une session sur
sur le réseau. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui, c'est bon. Ça a créé une session sur le serveur, et ensuite cette session elle est utilisée par chaque écran pour récupérer des informations sur une partie de ce qui se passe. Ici sur le panier, et ensuite on va avoir une liste d'articles qui correspondent aux résultats, et cette liste elle va être instanciée à partir de la base de données produits, par exemple. Et donc pour chaque écran, on peut décrire les composants qui vont apparaître dans cet écran, et comment ils auront été générés côté serveur. Puisqu'on est dans un cas où l'écran lui-même arrive sous forme de page HTML complète depuis le serveur. Donc l'écran est généré entièrement côté serveur, par chacun des composants, qu'il le fabrique avec ce qu'il a à sa disposition, la session, et ce qu'il trouve sur la base de données. Et il envoie tel quel l'écran au client, et bien sûr, on va mettre dans cette page HTML des liens qui vont permettre d'accéder aux autres écrans. Donc ils arrivent directement côté client, et vous voyez que ce qui tourne côté client est ridicule. Il y a très peu de code qui tourne côté client, puisque le navigateur il se contente d'afficher une page HTML qu'on lui envoie telle quelle, et sur cette page HTML il y a des liens qui permettent de faire des nouvelles requêtes pour récupérer des nouveaux écrans. Donc il n'y a quasiment pas de calcul côté client, tout le calcul se passe côté serveur, et le serveur crée dynamiquement des nouveaux, des nouvelles pages HTML. Bon, ça c'est bien, enfin c'est bien, c'est la première description de vente en ligne, une première description d'une application. On va pas réaliser d'applications qui correspondent à ça. Attendez, je vais me chercher à boire. On va pas faire d'applications qui correspondent à ça les semaines prochaines, mais on va se concentrer sur deux autres types d'applications qui correspondent aux approches services et aux approches ressources. Alors, la première chose qu'on a, c'est une approche ressource qui est la bibliothèque. Et donc la bibliothèque, c'est une application web qui gère le contenu d'une bibliothèque. Donc on peut accéder à des livres et accéder à du contenu particulier ou modifier le contenu de la bibliothèque. Et donc on va réfléchir aux use cases de cette bibliothèque qui vont ensuite nous produire différentes fonctionnalités. Et ensuite on pourra faire un schéma qui correspond à cette bibliothèque. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec cette application de bibliothèque? Alors Alice s'authentifie sur le site de la bibliothèque. Elle s'authentifie sur le site de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sur une page d'accueil qui lui indique les emprunts en cours. Elle elle cherche un livre. Elle cherche un livre par son titre. Elle peut valider un emprunt de ce livre car il est disponible. On peut faire un autre cas où Bob est bibliothécaire. Il s'identifie. Il ajoute un nouvel exemplaire d'un livre déjà présent dans le catalogue, ainsi qu'un exemplaire d'un nouveau livre. Carole
on rend un livre qu'elle avait emprunté. Et clique sur l'application et clique dans l'application sur un bouton qui valide le retour. Donc voilà, on peut en imaginer plein des choses comme ça, mais l'idée, c'est ce que vous allez faire pour votre projet cette semaine, c'est de vous mettre d'accord au sein des membres du projet sur différents scénarios d'utilisation. Alors, vous pouvez être ambitieux au début, puis faire un peu moins dans votre projet, ou l'inverse, essayer de faire des choses de base, et puis se dire que peut-être vous ferez des extensions dans votre projet, mais il faut que vous ayez une idée générale de comment utiliser votre application et de comment on va pouvoir s'en servir. Alors dans les fonctionnalités qu'on a, on voit qu'on a des comptes utilisateurs doubles, c'est-à-dire qu'on est soit usager de la bibliothèque, soit bibliothécaire. On voit qu'on a de la recherche de livres. On peut imaginer qu'on a par titre, par auteur ou par année. On voit qu'on a de l'affichage des emprunts en cours et on imagine avec date, avec deadline par exemple. On a ajout de livres pour les bibliothécaires qui peuvent augmenter la base de la bibliothèque. Et on a de la validation d'emprunt et de retour pour les usagers. C'est comme dans les médiathèques modernes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes qui enregistrent vos emprunts ou vos retours. C'est que vous validez directement avec un code barre et puis ça fabrique l'emprunt, l'appel à la fonction emprunt ou retour sur la bibliothèque. Bon voilà, des utilisations de base, des fonctionnalités de base, et du coup, ce qui va être intéressant ici, c'est de réfléchir à la séparation du serveur en différents composants. Alors une première chose qu'on peut faire, c'est se placer dans la base de données et de réfléchir d'abord aux données. Hein. Pourquoi? Parce que quand on design une API REST, la donnée est première. Ce qui est à la base, c'est la donnée, et ce qu'on va manipuler, c'est des représentations de cette donnée. Donc c'est important de commencer par réfléchir à quelles sont les données qu'on stocke et comment on va pouvoir les manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme données qu'on stocke? On va encore stocker des utilisateurs. Ça va être important. On va stocker des livres. Et on va stocker des emprunts. Et ici, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans un utilisateur, dans un livre et dans un emprunt. Dans un utilisateur, on peut imaginer... Alors évidemment, à chaque fois, c'est en plus d'une clé primaire. On peut utiliser un nom, un prénom, une liste d'emprunts qui vont... Donc, les différents livres qu'il a empruntés. Et puis, j'imagine que c'est tout ce dont on a besoin. Pour les livres, on va avoir un titre, un auteur et un stock, par exemple, qui est le nombre de livres disponibles. Et pour les emprunts, on va avoir un emprunteur, un livre et une deadline. Donc voilà comment on peut, enfin quel genre de données on peut manipuler dans notre application. Et du coup, si on choisit une approche REST, ça veut dire que les composants de notre serveur vont représenter ces différentes données. Donc on va avoir un composant utilisateur, un composant livre et un composant emprunt. Le composant utilisateur va permettre de manipuler la base utilisateur. Le composant livre va permettre de manipuler la partie livre, la table livre de la base. Et le composant emprunt, la partie emprunt. On peut réfléchir à la logique
ici. Qu'est-ce qui est indépendant de tout ça et qui va modifier la base de données? Alors, pas l'enregistrement d'utilisateurs, pas la liste d'empreintes d'utilisateurs, pas les livres, bon, probablement peut-être des extensions, on peut imaginer des extensions de deadline automatiques, ça existe parfois dans les bibliothèques, mais dans la page précédente, là, on avait mis que la mise à jour des stocks était faite depuis quelque chose d'extérieur, et là, c'est plus le cas, parce qu'on voit qu'on peut se connecter en tant que bibliothécaire, et c'est en tant que bibliothécaire qu'on rajoute des livres ou qu'on enlève éventuellement des livres. Et donc, on n'a pas besoin enfin, c'est pas quelque chose d'indépendant de l'application qui va modifier les stocks de livres, vu que c'est un utilisateur de l'application, mais un utilisateur bibliothécaire qui va le faire. Donc notre client, il est coupé en deux, si vous voulez. Vous avez d'un côté les utilisateurs, les empreintes, les usagers, et de l'autre côté, les bibliothécaires. Donc les deux utilisent l'application et les deux vont utiliser les choses différentes. Alors après, comment on peut réfléchir? On peut réfléchir encore en termes d'écran. Pour les usagers et les bibliothécaires, on n'est pas obligé de faire une application monopage non plus. L'usager va arriver sur un écran d'authentification. Cet écran d'authentification va lui permettre d'arriver sur une page d'accueil. Cette page d'accueil va permettre, grâce à un champ de recherche, d'accéder à une page de résultats. Cette page de résultats va permettre d'accéder à un écran d'emprunt. Et l'écran d'emprunt va permettre de soit rendre ou créer un emprunt. Et du coup, sur la page d'accueil, il y aura aussi une liste des emprunts qui permettra d'aller directement aux emprunts. Puis pour le bibliothécaire, il y aura un écran d'authentification, une page d'accueil, par exemple, et puis une page d'ajout de livres ou une page de retrait du catalogue de livres. Et puis peut-être on peut imaginer aussi que le bibliothécaire peut manipuler directement les emprunts des gens pour mettre à jour des livres qui se seraient perdus ou ce genre de choses, bon, peu importe. Donc ça nous fait réfléchir au protocole. Comment le client, composé de différents écrans, va interagir avec le serveur qui cette fois-ci n'est plus composé de composants qui vont directement lui envoyer des écrans, mais qui est composé de représentations de ressources. Si on est dans une approche REST, ça veut dire que le client doit contacter une ressource. Donc il doit contacter par exemple un utilisateur en utilisant une des 4 méthodes HTTP, get, post, put, delete. Et là, on va lister quelles vont être les différentes manières de contacter ces 3 composants du serveur. Alors, on peut dire, je vais mettre ici protocole, comment le client et le serveur de cette application vont interagir. Alors, d'abord, si jamais on va sur les utilisateurs. Si on va sur l'utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un get sur un utilisateur pour récupérer. Alors get de quoi? Get de identifiant, les utilisateurs de la clé primaire d'un utilisateur, et ça récupère les infos d'un utilisateur. Donc le protocole, ça va être d'envoyer des requêtes REST, c'est-à-dire des requêtes composées d'une méthode plus une ressource plus éventuellement des arguments. Et la réponse, ça va être par exemple du JSON. À chaque fois, on va renvoyer on va renvoyer les informations sous forme de format JSON. Ça peut être une bonne idée de faire ça. Donc pour les utilisateurs, on va appeler un utilisateur avec comme argument
un identifiant et on va récupérer en JSON les infos d'un utilisateur, c'est-à-dire son nom, son prénom et sa liste d'emprunts. On peut utiliser post pour s'authentifier, par exemple, pour récupérer une session sur un utilisateur. Et donc post, ça va être post login mot de passe et ça va être authentifie un utilisateur, récupère son identifiant. Oui. Ah, c'est critiquable, hein, à chaque fois on pourrait dire qu'on pourrait faire autrement. D'accord. L'idée c'est d'essayer d'associer aux méthodes HTTP des modifications ou des récupérations d'informations sur les ressources qui ont du sens. Et comme je vous l'ai dit en cours, de toute façon, vous écrivez le client et vous écrivez le serveur. Donc, et ce qui compte, c'est que le client et le serveur se mettent d'accord sur comment ils utilisent le protocole. S'ils utilisent tous les deux un get pour faire une modification, bah vous n'avez pas respecté l'esprit du get, mais du moment qu'ils sont d'accord, vous avez quelque chose qui marche. Put, ça va être avec un identifiant. Par exemple, put, ça va être un login mot de passe nom prénom et ça va créer un nouvel utilisateur. Non, à chaque fois on va dire qu'est-ce qu'on récupère quand on fait un get. Non, enfin ce qu'on fait, créer un nouvel utilisateur et récupère son identifiant, par exemple, et delete ID, on va dire que c'est supprime un utilisateur. Et là, on va faire en sorte que ces choses-là, ça va être uniquement pour les comptes bibliothécaires et que ce ne sera pas des fonctions accessibles aux comptes usagers. Un usager ne peut pas créer un nouvel usager, un usager ne peut pas supprimer un usager existant. Mais les bibliothécaires peuvent le faire, par exemple. Maintenant, pour la ressource livre, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir faire un get titre et récupérer une liste de livres qui correspondent au titre. On va pouvoir faire get livre auteur et récupérer une liste de livres qui correspondent à l'auteur. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de séparer mon serveur en des représentations de ressources et en train de lister les différentes manières d'utiliser les différentes manières que je vais avoir de récupérer, d'utiliser ces représentations de ressources. Et puis je vais avoir get livre par ID qui me permet de récupérer un livre par son identifiant. Et puis je vais pouvoir faire post livre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera une mise à jour du livre, donc peut-être j'ai pas envie d'en faire là. Je pourrais écrire post put livre ID non, put livre nom titre auteur stock, donc ajouter un nouveau livre. Et ça, encore une fois, ce sera accessible que pour les bibliothécaires. Je vais pouvoir faire post ID de livre stock. Ça va être mettre à jour les stocks d'un livre par son identifiant. Et ça sera aussi quelque chose juste pour les bibliothécaires. Et puis delete ID. Et puis ce sera supprimer un livre de la base. Et ce sera aussi pour les bibliothécaires.
Et puis enfin pour les emprunts, je vais pouvoir faire get emprunt, get ID d'un emprunt et récupérer un identifiant, des infos sur un emprunt. Je vais pouvoir faire get post post ID deadline. Votre connexion internet est instable. Du coup vous me prévenez si jamais ça se dégrade la qualité de la vidéo et du son. Donc post en fonction d'un ID et d'une deadline sur un emprunt, ça va permettre de mettre à jour une deadline, et on va dire que c'est que les bibliothécaires qui auront le choix de le faire. Put livre ID livre ID user, ça va créer un emprunt, c'est-à-dire on emprunte un livre, et delete ID, ça va permettre de rendre un livre emprunté. Donc là vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on contacte le serveur uniquement pour des informations particulières ou des modifications d'informations particulières sur les ressources, et il y a évidemment beaucoup plus de travail qui va se passer côté client, puisque dans l'écran d'emprunt, par exemple, on va avoir soit un appel à emprunt sous forme de put, soit si c'est pour rendre, on va avoir un delete sur emprunt. Depuis l'écran d'accueil, on va pouvoir faire un get sur les livres. Depuis l'écran d'accueil, on va pouvoir faire une recherche, et dans les résultats, on va faire un get sur les livres par titre, ou un get sur les livres par nom, ou un get sur les livres par identifiant, et ainsi de suite. Dans chacun des écrans, on va devoir faire plusieurs appels à des composants différents du serveur. Donc c'est la chose que je voulais vous montrer dans le cours de la semaine de il y a 10 jours, et aussi dans ce TD là, c'est comment utiliser. Alors c'est pas forcément faire quelque chose qui respecte la thèse qui décrit qu'est-ce que c'est le reste, mais c'est faire quelque chose qui respecte l'esprit du reste, et l'esprit du reste, c'est de faire en sorte que votre serveur propose une représentation des ressources, des données en fait, qui sont directement manipulables par le protocole HTTP. Un get permet de récupérer une ressource, un post de la modifier, un put d'en créer une nouvelle, et un delete de la supprimer. Donc vous avez vos différents écrans qui vont agir sur ces trois composants du serveur, qui vont eux-mêmes avoir des effets sur la base de données. Évidemment, quand vous faites un get livre par titre, ça va lancer une recherche de livre par titre dans la base de données, récupérer ce qui va bien, et puis le mettre en forme JSON pour ensuite l'envoyer comme réponse de la requête HTTP. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme exemple? On peut par exemple avoir du côté client, on peut vouloir faire get la ressource, donc http bi.fr, et on va viser la ressource livre, et dans la query string on va dire que on cherche des livres par titre, titre égale le joueur d'échecs, je sais pas, enfin j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Et le résultat, c'est qu'on va récupérer. Voilà, donc on fait get sur une ressource particulière, la ressource livre, mais par titre. Et ce qu'on va récupérer, donc ça c'est la requête. Et la réponse, ça va être du JSON avec ID 346,
titre, le joueur d'échecs. ID 346, titre, le joueur d'échecs. Auteur, Zweig. Et stock 2. Mais on pourra aussi appeler la ressource livre avec autre chose que titre, mais par exemple auteur. Et à ce moment-là, on récupère une liste. Alors peut-être qu'on avait dit que c'était déjà une liste par titre. Il faut faire que ce soit une liste de taille 1. Et voilà, donc si on regarde tous les titres qui sont machin, on pourrait en avoir un titre 149, titre le monde hier, et il n'y en a plus en stock, par exemple. Donc voilà des exemples de manipulation, et puis par exemple on pourrait faire, je sais pas, put. Ah non, il faudrait faire put emprunt. Dans la query string, on mettrait id livre égale 346 et id user égale 0012 par exemple, et on récupérait un identifiant d'emprunt qui est 45. Et là, ça veut dire créer un nouvel emprunt entre l'user 0012 et le livre 346. Et le résultat, ce serait, si ça s'est bien passé, on récupérait l'identifiant de l'emprunt. Un nouvel emprunt qui serait créé. Et donc après, on pourrait demander un delete sur la ressource emprunt, sur l'identifiant 45, et on récupérait un JSON qui serait juste un truc de result OK ou deleted. Ou alors on encoderait ça directement dans le code. Oui, c'est vrai qu'on pourrait encoder directement dans la réponse, dans le code de réponse de statut. Donc voilà l'idée de manipulation, où à chaque fois vous visez une ressource, avec éventuellement une query string, qui paramétrise la ressource, et vous récupérez du JSON qui est attaché à la réponse, que vous utilisez directement côté client pour fabriquer votre page HTML. Donc vous voyez bien que la grande différence entre ce qu'il y avait précédemment, c'est que ici précédemment, les pages web étaient créées par le serveur, elles étaient créées à la demande par le serveur en consultant la base de données, puis elles étaient envoyées directement par le web toutes prêtes, ou elles étaient juste affichées par le client. Alors qu'ici, vous envoyez des morceaux de JSON, et c'est côté client qu'on a un moteur qui va tourner, et qui va fabriquer une page en fonction des différentes données qu'on a été chercher. Donc ici, c'est côté client que vous générez la page web avec les informations que vous demandez avec votre API REST, alors que avant, c'était côté serveur que vous générez la page web que vous envoyez au client. Donc, normalement, ça va, et vous arrivez bien à comprendre la différence entre les deux, j'espère. Et enfin, on va voir le dernier exemple, qui est un des deux exemples qu'on va traiter la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va écrire rapidement un serveur pour les bibliothèques et pour les parkings. Alors ici, là, c'est une application de parking qui permet de donner la disponibilité des places dans plusieurs parkings d'une même entreprise ou des parkings d'une municipalité, peu importe. Et l'application permet de visualiser si un parking est complet, de connaître le nombre de... Alors on fait pareil que d'habitude.
on décrit des use cases pour l'application. Alors Alice ouvre la page de l'appli, on va dire qu'il n'y a pas de connexion. Elle voit elle arrive sur une page qui contient la liste des parkings de la ville ou de l'entreprise avec inscrit le nombre de places restantes dans chaque parking. Les parkings complets sont en rouge, sont affichés en rouge. Affichés en rouge. Et je me souviens plus de ce qu'il y a dans le code de... Est-ce que je l'ai encore? Bon, je me souviens plus où je les ai mises. Faudrait que je les retrouve avant la semaine prochaine quand même. Mais quelque part j'ai le... Est-ce que c'est là-dessus? Bon, quelque part sur mon disque dur, j'ai le code serveur de ces deux applications qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, je me souviens plus de ce qu'il y a comme fonction dans le parking. Mais on va en inventer, puis tant pis si ça correspond pas à ce qui se passe une fois d'après. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire 40 000 use cases, parce que c'est juste une application qui donne les places restantes dans un parking. Et on va en déduire comme fonctionnalité. Dire si un parking est complet. Donner la liste des parkings, la liste des parkings par exemple, et non, même ça c'est nul parce que c'est fixe la liste des parkings. Dire si un parking est complet et donner les places restantes d'un parking ou donner la capacité d'un parking. Du coup, ici on va changer encore une fois. Et ici on va faire une approche service. Alors on change. L'approche ressource, c'était de dire que chaque composant du serveur correspondait à la représentation d'une des ressources manipulées par l'application. D'accord ? L'approche initiale qu'on avait vue, c'est chaque composant correspond à un écran qu'on doit afficher. Ça, c'est un peu old school, c'est les années, fin des années 90, début des années 2000, si vous voulez. Et puis l'approche service, c'est dire que chaque composant du serveur correspond à une fonction particulière dont le client va avoir besoin pour fabriquer son affichage. Donc on est dans l'approche ressource, et dans l'approche ressource, on va faire un composant du serveur par fonction. Donc on va avoir un composant isFull, qui va dire si un parking est plein, un composant room, qui va dire combien de places il reste. Oui, vous voulez dire que je vais mettre un S à service. Un composant room qui dit combien de places il reste, et un composant capacité qui dit quelle est la capacité de chacun des services. Et du coup,
Dans la base de données, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, un truc assez simple, où je vais avoir des parkings, et pour chaque parking, je vais avoir sa capacité et son occupation. Alors, ah oui, oui, ah oui, oui, vous avez raison. Hop. Évidemment, ce que je suis en train de faire, c'est l'approche service, bien sûr. Et alors, ce qui est important, c'est dans la partie logique, ici, merci de suivre, dans la partie logique, c'est que qu'est-ce qui est indépendant de mes requêtes clients et qui va modifier ma base de données? Eh ben, c'est les capteurs de la vraie vie. Vous allez avoir des capteurs sur les parkings dans la vraie vie qui vont en permanence modifier la base de données pour dire il y a une voiture qui vient de rentrer ou il y a une voiture qui vient de sortir d'un parking. Donc ça, il faudra le modéliser quand on fera notre petite application la semaine prochaine, mais on fera avec un truc aléatoire, d'accord? Les voitures qui rentrent et qui sortent. Et ça met à jour alors ça met pas à jour la capacité des parkings, mais ça met à jour l'occupation de chacun des parkings. Donc isFull, évidemment, ça va aller dans la base de données et regarder si la capacité est égale à l'occupation. Room, ça va aller dans la base de données pour regarder, pour faire la différence entre la capacité et l'occupation. Et Capacity, ça va aller dans la base de données pour récupérer la capacité. Donc on a de notre serveur, on a divisé les composants de notre serveur en 3 fonctions, qui évidemment se servent de la base de données, hein. On n'échappe pas au fait qu'on construit les choses avec des données sur le serveur. Et puis du côté client, on va avoir un unique écran, où on va avoir listé les différents parkings qui sont disponibles dans l'application, parking 1, parking 2, parking 3, et puis à chaque fois, on va mettre le nombre de places restantes. Et donc ça va correspondre à des appels à la fonction room. Et puis pour celui-là, on va changer la couleur en utilisant la puissance HTML, CSS du style, peu importe. On va changer la couleur de chaque affichage en fonction de si le parking est plein. Donc ça nous fait des appels à isFull par notre moteur de création de page web côté client pour savoir si on les affiche en rouge ou en noir en fonction de s'ils sont pleins ou pas. Et puis on va pouvoir rajouter sur l'écran de cette application un machin plein sur quelque chose qui va nous donner la capacité, et ça va aller chercher la capacité à chaque fois. Du coup, à quoi va ressembler le protocole de discussion entre le client et le serveur? Le client, il va envoyer des appels à des fonctions. Il va dire, je veux faire un get sur la fonction isFull, avec comme argument 3, le troisième parking, par exemple. Et il va recevoir un résultat qui va contenir le nombre qui va contenir, par exemple, false. Genre, il n'est pas plein. Ou alors, il va faire un get sur la fonction room du parking numéro 2, et il va recevoir un résultat qui est room 340, s'il reste 340 places. Donc l'idée c'est ça, c'est d'appeler des fonctions. Alors là vous voyez on n'a pas besoin vraiment d'autre chose que de get, puisqu'à chaque fois on appelle une fonction, on reçoit un résultat. C'est aussi ici parce qu'on n'a pas d'effet, mais on pourrait rajouter une autre fonction qui permet à un client de réserver, qui s'appelle book, et qui permet d'enlever une place de la capacité d'un parking, par exemple. Donc là, on aurait, par exemple, post. On se mettrait d'accord entre le client et le serveur pour utiliser post dans ce cas-là, parce qu'il va y avoir une modification. Post sur la fonction book, avec comme argument un numéro de parking, et comme résultat, on récupérerait un résultat de type OK, pour dire qu'il y a une place en moins qui a été enlevée de tel parking. D'accord? Et à ce moment-là, ça modifie la capacité du parking. Donc l'idée ici, c'est que les composants du serveur ne correspondent plus à des écrans, ils correspondent plus non plus aux différentes données qui sont stockées, mais elles correspondent à des fonctions qu'on peut appeler et qui attendent un résultat éventuel ou une confirmation si c'est des opérations qui font une action. Et voilà. Alors du coup, et on verra en détail comment écrire le code de ça la prochaine fois. Donc c'est plutôt tout pour ce TD, je vais encore faire un peu de blabla, puis après on parlera du projet.
Mais ce que je veux que vous reteniez de ce TD, c'est globalement comment on se lance dans le design, comment on peut se lancer dans le design d'une application, avec le truc, j'écris mes use cases, j'en déduis des fonctionnalités, et ensuite j'essaye de faire un schéma pour placer les données, les fonctionnalités, les écrans, et essayer de tout relier ensemble. Et puis surtout, je veux vous montrer les différences, je veux que vous compreniez les différences entre ces trois approches, qui est d'une part de lier les composants du serveur à des écrans, d'autre part de lier les composants du serveur aux ressources, et enfin de lier les composants du serveur à des fonctions. Vous êtes d'accord qu'on aurait pu inverser les choses. On aurait pu faire une approche REST ici, même si ça n'aurait pas été forcément pertinent. D'accord ? On aurait eu juste une seule ressource qui était parking, puis on aurait pu faire get sur un parking pour récupérer ces informations en fonction d'un identifiant. On aurait pu faire post sur un parking pour réserver une place, d'accord ? Et puis ici, on aurait pu faire des fonctions. Plutôt que d'avoir utilisateur, livre et emprunt, on aurait pu avoir une fonction crée emprunt, une fonction info utilisateur, une fonction ajoute livre, une fonction enlève livre, etc. On aurait pu transformer cette chose-là en bibliothèque de fonctions. Donc en fonction d'un même sujet, vous allez avoir plusieurs approches, et puis ensuite, évidemment, vous pouvez prendre des approches qui sont entre les deux, ou qui sont pas exactement l'une, ou pas exactement l'une ou l'autre, ou quelque chose de différent. Ce qui compte, évidemment, c'est que votre client et votre serveur soient d'accord sur la manière dont ils interagissent. Alors, après, il y avait des idées de modélisation supplémentaires. Si vous avez une application pour connaître les horaires de départ et d'arrivée des avions dans un aéroport, peut-être c'est mieux d'utiliser un service à qui vous donnez directement avec une fonction qui prend un numéro de vol et qui vous renvoie les horaires, par exemple. Pour trouver des enseignants pour du soutien scolaire et réserver des créneaux, bah là on voit qu'on a des ressources qui interagissent entre elles, donc c'est peut-être plus intéressant d'utiliser du reste, c'est-à-dire d'avoir une ressource enseignant, une ressource créneau, une ressource étudiant, et puis de pouvoir appeler directement l'un ou l'autre et de construire ensuite des informations côté client en fonction de ces trois ressources. Et si vous avez une application qui calcule la rentabilité d'un portefeuille d'actions, bah là c'est un peu les exemples du cours. Vous allez avoir des fonctions qui vont être appelées directement sur la valeur des actions et puis qui vont calculer leur taux de variation pour pouvoir calculer une rentabilité. Bon, voilà, et donc l'idée c'est que vous appliquiez ce raisonnement au projet et que vous soyez capable, en une semaine, 10 jours ou peut-être un peu plus, de réfléchir à la structure de votre projet et à comment vous allez, au sein de votre projet, organiser les différents composants du serveur. Alors, le projet, c'est un projet web qui dure un demi-semestre, donc à partir de maintenant, et à rendre pour la fin. Alors, il me semble que j'ai mis une date. Alors, j'ai plus le sujet du projet sur cet ordi, mais il me semble qu'il est sur le site de PC3R. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que je l'ai mis dans TME6? Non, bah ça doit être que j'ai pas fait de sujet de projet et que ça doit suffire. Donc, le sujet du projet. Donc, les années précédentes, ça m'arrivait... Enfin, les années précédentes, il y a 6-7 ans, je restreignais le sujet du projet. Et à chaque fois, il y a des étudiants, c'était en M2, et à chaque fois, les étudiants râlaient en disant « Ah, mais moi, j'avais une super idée, je peux plus faire ma super idée. » Du coup, maintenant, c'est libre, du moment que vous respectez la suite. Donc, vous choisissez le projet que vous voulez, et donc, chaque année, on a des trucs d'agence de rencontres, de création d'événements, de notation de produits culturels, ou des choses plus originales, etc. Vous allez voir que vous êtes quand même contraint par certaines choses qui vont faire que vous ne pouvez pas faire n'importe quel sujet, mais l'idée, c'est que c'est assez libre, Qu'est-ce qu'il y a eu l'année dernière? Des cartes Pokémon, enfin il y a toujours un grand nombre de sujets différents. Et le serveur doit être écrit en servlet naturel et s'exécuter dans Tomcat Catalina. Donc on en parlera un petit peu au cours de jeudi. Si vous avez fait le cours de Laure Soulier, je pense que vous êtes habitué au servlet. Ou vous pouvez l'écrire en Go à l'aide du package net HTTP. L'idée, c'est que je veux pas que vous utilisiez de framework web, c'est-à-dire de framework total, serveur, MVC, etc. Pourquoi? Parce que vous allez probablement, quand vous serez confronté au web dans votre carrière, utiliser des frameworks web. On ne sait pas lequel, ça dépendra de la boîte où vous êtes ou de vos goûts particuliers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire le fait de diviser la chose en composants et d'écrire comment les composants réagissent aux requêtes et écrivent leurs réponses.
Donc, je préfère que vous utilisez... Enfin, c'est pas je préfère, c'est que je vous force à pas utiliser de framework serveur, enfin de framework web global cette année, même si évidemment il y a très peu de chances que vous écriviez vos servlets à la main dans le futur. Pour le client, vous pouvez utiliser des frameworks clients, mais c'est vraiment si vous vous sentez à l'aise avec ça. Genre, vous avez déjà fait des cours de web et vous avez envie. Et vous pouvez utiliser des bibliothèques JavaScript usuelles. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a une tendance à la pureté du code client, souvent dans les applications. On essaye par exemple de moins en moins utiliser jQuery, puisqu'il y a de plus en plus de choses qui sont dans la bibliothèque standard de JavaScript. Hein. Maintenant, on a des promesses, on a l'Ajax, c'est peut-être plus pur de le faire avec Fetch plutôt que d'utiliser jQuery ou Axios ou plein d'autres choses qui permettent de faire des appels Ajax. Donc vous pouvez bien sûr utiliser des bibliothèques JavaScript, notamment Bootstrap qui permet à ce que votre application soit présentable à moindre coût. Et si vous voulez utiliser des frameworks clients de haut niveau comme AngularJS, faites attention, faites ça seulement si vous vous sentez vraiment à l'aise, et surtout choisissez-le vraiment tôt dans le projet. Faire du React, c'est encouragé, d'accord. Si vous n'avez pas envie, vous en faites pas, mais si vous avez envie de faire du React, on en fera un petit peu dans 2 semaines en TD. N'hésitez pas à vous lancer, et c'est pas trop dur, et on trouve beaucoup de tutoriels sur le net, et en plus, je ferai l'appli des parkings en React, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous devez choisir une application qui propose du contenu généré par les utilisateurs. En gros, ça doit être dynamique, et ce que fait un utilisateur doit être visible par lui-même ou par les autres utilisateurs. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir poster des trucs. Soit il rajoute des commentaires, soit il rajoute des notes, soit il envoie des messages à quelqu'un d'autre, soit il a un mur sur lequel on peut écrire, soit il crée, comme dans la bibliothèque, des emprunts, soit... Enfin, il faut que l'utilisateur puisse avoir une action sur le contenu et puisse changer votre base de données et l'état de votre application avec ses actions. D'accord. Donc si vous rajoutez une partie sociale à votre composant, par exemple le fait d'avoir des profils, de pouvoir mettre à jour son profil, poster des commentaires sur un contenu de l'application, ou noter le contenu de l'application, hein, une application qui note des films qui sortent, tout ce genre de choses, bah, ça c'est vérifié. Il faut que l'utilisateur puisse agir sur le contenu de l'application. La contrainte la plus difficile, et celle qui va le plus restreindre vos choix pour ce projet, c'est le fait que votre application doit faire appel de manière régulière à une API web externe depuis le serveur. Et pas que depuis le client. Et le serveur doit faire appel à une API web externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une API qui existe déjà sur le web et que vous pouvez contacter facilement et que vous vous en servez pour construire votre application autour de ça ou pour faire une application qui se sert de cette API-là. Typiquement, dans les années précédentes, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme exemple? Bon, bah, vous avez un réseau social qui permet de rejoindre des événements culturels qui ont lieu à Paris, à l'époque du monde d'avant. Et donc vous allez sur une API qui existe déjà de la ville de Paris, qui vous donne les sorties théâtrales, les expos, les choses comme ça. Vous mettez à jour votre base de données à partir de ça en contactant cette API qui existe vraiment. Et puis ensuite, les gens peuvent s'inscrire à ces choses-là au sein de votre application qui est construite comme une surcouche de cette API qui existe déjà. Alors, par autre chose, on avait des réseaux de rencontres de personnes qui prennent les mêmes trains que soi. Donc à ce moment-là, vous utilisez l'API de la SNCF pour récupérer les horaires de train, puis vous construisez votre application sur une base de données qui est peuplée à partir de cette API qui existe déjà. Voilà, noter les films qui sortent, faire ce genre de choses. Donc il faut que vous trouviez dans la vraie vie une API qui propose du contenu que vous pouvez utiliser pour votre application. Donc on a plein d'exemples, et puis si vous avez du mal avec ça, bah, vous me donnez votre idée sur Discord, et puis on peut en discuter sur Discord. Donc des bons exemples d'API gratuites que vous pouvez utiliser facilement, c'est les horaires de la SNCF, les résultats sportifs, les sorties de produits culturels, le prix de certains objets, de certaines actions, les organisations d'événements dans certaines régions, départements ou villes, ou ce genre de choses. Donc essayez, quand vous réfléchissez à votre sujet, commencez par réfléchir à ça. Quelle API qui existe déjà vous allez utiliser, et après qu'est-ce que vous pouvez construire comme projet qui utilise cette API-là. Les requêtes entre le client et le serveur de votre appli à vous doivent être asynchrones, c'est-à-dire que vous devez choisir un modèle où l'écran est composé côté client.
par le JavaScript ou par le React, d'accord? Et donc vous ne devez pas être dans cette partie-là, où c'est le serveur qui fabrique des pages HTML en dur. Vous devez être plutôt dans soit ça, soit autre chose qui ressemble. Mais c'est le client qui fabrique sa page, et il contacte le serveur de manière asynchrone. Hein, on verra ça la semaine prochaine avec l'Ajax. Il contacte le serveur de manière asynchrone uniquement pour récupérer des informations ponctuelles ou appeler des fonctions ponctuelles. D'accord? Donc c'est côté client que se fabrique l'affichage, si vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé d'écrire une API REST, mais... Oui, voilà, donc j'ai essayé de donner des API publiques et des listes d'API publiques, et donc n'hésitez pas à vous partager des listes d'API publiques qui vous permettent d'avoir des idées de qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme API. Donc vous pouvez vous-même écrire une API REST en essayant de respecter les règles du REST si vous voulez, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc premièrement, trouvez une API externe qui correspond aux besoins de l'application. Utilisez les sites, soit le site qui vient d'être mis sur le Zoom, ou soit les sites que je donne ici. Ou alors, si vous avez un site que vous aimez bien, vérifiez s'il n'y a pas une API qui est attachée à ce site-là. Un site de vente en ligne, ou de transport, ou de nouvelles. Peut-être qu'il y a un truc qui permet de récupérer de manière automatique les informations de ce site. Vérifiez les conditions d'utilisation de l'API. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des API payantes, d'accord, pour des raisons d'équité. Parfois, il faut que vous vous demandiez une clé à l'avance, c'est rare, mais ça arrive, une clé gratuite, évidemment. Et vous avez alors quasiment toujours un nombre limite de requêtes par jour, vérifiez que c'est réaliste vis-à-vis de ce que vous voulez en faire. Et puis, essayez de prendre des API qui bougent un petit peu, genre, il y a des nouveaux films qui arrivent, il y a des nouveaux résultats sportifs, les horaires changent, plutôt que des API fixes, hein, parce que si l'API est fixe, c'est-à-dire si c'est l'ensemble des piscines de Paris, c'est pas quelque chose qui change beaucoup, et donc on pourrait imaginer qu'on pourrait télécharger toutes les piscines une seule fois, et il n'y aurait plus d'appel dynamique à cette API. Donc essayez de trouver quelque chose qui est mis à jour assez régulièrement. Et puis vous pouvez essayer de simuler à la main des appels à l'API pour étudier le format des données que vous récupérez. Bon, ça c'est pas nécessaire une fois que vous avez compris comment ça marche. À partir de cette API, essayez de trouver un sujet original d'application. Les classiques, c'est les gens qui n'ont pas d'idées et qui finissent par faire un projet moyen et avoir une note moyenne bonne. Généralement, ils font un réseau social autour d'eux, une API qui existe, ou un site qui permet de critiquer ou d'évaluer des produits culturels à partir de l'API de la Fnac, d'Amazon, etc. Ou une agence de rencontre pour des gens qui prennent le même train, vont dans le même parc, etc., etc. Donc essayez de réfléchir à ça. Mettez-vous en binôme ou en trinôme. En monôme, c'est un peu dur, mais... et plus que 3, c'est non. Pour la prochaine fois, et donc vous pouvez être un peu en retard, vous rendez un dossier qui correspond en gros à ce qu'on a fait en TD, mais de manière un petit peu plus détaillée, et pour votre application à vous. Donc le sujet de l'application, l'API web que vous avez choisi, des use cases, des fonctionnalités, la liste des données que vous allez stocker, un paragraphe qui explique quand est-ce qu'elles seront mises à jour, une description si vous allez faire quelque chose de plutôt service, plutôt ressources, un plan du site, une description des requêtes comme on l'a fait ici par exemple, et un schéma global du système. Essayez de mettre tout ça dans un GitLab et d'ajouter Christine et moi comme maintainer. Et voilà. Et donc vous pouvez faire un unique PDF ou un unique Markdown dans votre GitLab initialement, dans votre repositoire GitLab. Et ça me permettra de regarder un petit peu. Si vous avez le moindre doute sur est-ce que mon sujet est bon ou pas, une fois que vous avez constitué votre groupe et que vous êtes parti sur la recherche d'API et de sujets, alors demandez-moi par Discord et je validerai ou non votre sujet. Mais généralement, si vous respectez ces conditions-là, j'ai pas trop de choses à dire. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez dit que ça durerait un peu moins longtemps. Ça vous laisse du temps pour vous mettre en groupe et réfléchir à votre projet. Et je reste dispo sur Discord de manière pas forcément... je serai pas forcément là complètement dans la prochaine heure et demie, mais j'essaye de regarder très régulièrement, et aujourd'hui et tout le reste de la semaine, vos questions sur Discord, et d'y répondre. Merci beaucoup pour ce TD. J'espère que vous retiendrez quelque chose. J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour les gens qui ont fait le cours de web l'année dernière, et que vous retenez les choses que j'essaie de vous faire retenir, qui sont pas du tout des choses technologiques, parce qu'on s'en moque, ça change tout le temps, mais qui sont des choses de design,
de comment on répartit des fonctionnalités ou comment on réfléchit à une application. Merci beaucoup, et je te dis, et à la semaine prochaine.